Alors, en quoi le droit va permettre de créer des champions du numérique et surtout aider, donner les outils pour permettre aux entrepreneurs de s'épanouir, de bâtir le monde de demain. Alors, pour cette table ronde, le droit nouvelle licorne, j'ai le plaisir d'accueillir Ayumi Moore Aoki. Je vous invite, Ayumi. Vous êtes fondatrice présidente de Women in Tech. Anna Joubin-Bray nous rejoindra en visioconférence. Elle est secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Gaëlle Bou, vous êtes directrice commerciale et marketing de Sistran. Et Pierre Haydan, vous êtes le cofondateur et le président de Legal Start. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup à travers les investissements monstres aux États-Unis, en Chine, et on voit que l'innovation vient également d'Europe. Pierre Haydan, j'ai envie de commencer cette table ronde avec vous. Vous êtes cofondateur et président de Legal Start, on vient de le dire. C'est une plateforme de services juridiques en ligne à destination des micro-entrepreneurs, des petites PME. Et vous êtes avocat des barreaux de Paris, de New York. Vous êtes docteur en droit diplômé de l'université de Harvard. Alors, votre Legal Tech a été conçu dans le but de faciliter l'accès au droit pour les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Legal Start ? Ouais, merci. Effectivement, Legal Start, c'est le leader français des services juridiques en ligne. On s'adresse, comme vous le disiez, aux TPE, PME. Pour le dire simplement, c'est la plateforme qui permet d'accompagner les entrepreneurs tout au long de leur vie, de la création, en passant par toutes les étapes du développement de tous les types d'entreprises qui forment le tissu français. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une autre start-up qui fait la même chose aux États-Unis qui s'appelle LegalZoom. Vous nous expliquerez un peu en quoi votre métier diffère, mais je crois que la souveraineté numérique, c'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment, on en a parlé dans le point récemment. C'est important, dans quelle mesure c'est important pour aider vos clients notamment ? C'est super intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis. On s'est pas mal inspiré en fait, des projets américains qui se sont développés à partir du début des années 2000. Et on a vu donc des leaders émerger, notamment un projet qui s'appelle LegalZoom, qui est aujourd'hui emblématique en fait du legal online. LegalZoom, ils se sont introduits en bourse au mois de juin dernier sur une valo de, je crois, 7,5 milliards de dollars. C'est un projet qui représente environ 500 millions de chiffres d'affaires annuels, plus de 2,8 millions d'entreprises américaines qui ont été créées sur cette plateforme. Vous allez les racheter ? On essaye, on se positionne pour. Dans certains États, comme en Californie, c'est presque une boîte sur deux qui se crée sur la plateforme. Ouais. Donc ça donne une idée de la taille du projet. Nous, on est aujourd'hui leader sur le segment en France. On vient de boucler un LBO avec une belle trajectoire. On fait 70% de croissance depuis notre création. On a accompagné plus de 300 000 entrepreneurs depuis qu'on s'est lancé en 2014. Donc c'est un très beau projet à l'échelle de la France, même à l'échelle de l'Europe continentale. Je crois qu'on est le plus gros projet Legal Tech sur ce segment en Europe. Néanmoins, le gap avec les États-Unis est significatif et donc forcément on se projette sur le futur. On a donc un leader américain qui vient de s'introduire en bourse avec des velléités de développement international et ça pose la question de savoir ce qui va se passer et comment nous on va être équipés pour se mesurer à eux. Alors très concrètement, moi je suis un entrepreneur, je crée ma boîte, je vais chez vous. Qu'est-ce que vous me proposez ? On fait tout, c'est ça hein ? Ouais, c'est ça. Alors on revient à l'objectif, à la raison d'être de Legal Start, qui est donc d'accompagner l'entrepreneur. L'idée, c'est de proposer des expériences ultra fluides. Donc vous êtes, vous êtes VTC, vous conduisez une voiture, vous avez besoin pour travailler avec les plateformes de créer une entreprise. Vous êtes sur votre mobile, vous êtes profane, c'est le droit, la fiscalité, c'est pas votre truc. On va lui proposer une expérience hyper simple, hyper fluide, à partir de son mobile, qui lui permet de créer son entreprise en prenant en considération les problématiques qui sont liées à son univers.
Donc vous avez toute une série d'obligations réglementaires quand vous voulez rouler. Et on va vous permettre de créer une entreprise en prenant connaissance des enjeux qui sont les vôtres et en étant conforme. Et c'est ça, on va en fait verticaliser. Vous êtes restaurateur, vous êtes journaliste, vous êtes freelance. On va vous permettre de créer une boîte et de la gérer en comprenant ce qui se passe et en vous parlant de manière simple et pédagogique. Alors, en fait, je vous donne les clés de chez moi, en fait. Je vous confie tout. Mais comment être sûr, alors que vous hébergez une partie de vos données chez des hébergeurs américains, justement que vous allez respecter davantage mes données? Pourquoi faire davantage confiance à Legal Start plutôt qu'à l'équivalent américain, par exemple? Bon, l'avantage, c'est que vous n'avez pas le choix pour l'instant. Donc, on est leader, il n'y a pas de concurrent américain qui est implanté en France. Donc ça, c'est une situation qui est confortable, qui risque de ne pas durer très longtemps. L'hébergement, c'est un enjeu. Toutes nos données sont hébergées en France. Ensuite, on a un cadre réglementaire global en Europe et en France singulièrement qui est protecteur. Donc vous avez les garanties en fait, de notre système qui permet de probablement mieux protéger l'utilisateur. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra avec vous Merci. Tout à l'heure sur les enjeux et ce qui va vous permettre de grossir et de proposer toujours de nouveaux services. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant à Anna Joubin-Bret qui se situe en ce moment en Autriche. Ah ben, on vous voit super bien. Anna, donc vous êtes secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et directrice de la division du droit commercial international du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies. Avant votre nomination, fin 2017, vous exerciez comme avocate à Paris. Vous étiez spécialisée en droit international à l'investissement. La question que je voudrais vous poser, c'est après l'année qu'on a, enfin même les 2 années maintenant qu'on a vécues, les années de pandémie, qui ont accéléré la numérisation de l'économie, est-ce que ces technologies disruptives ont généré de nouveaux usages et en quoi le droit peut-il favoriser le développement des technologies au niveau global à travers cette économie numérique? Merci beaucoup. D'abord, je suis ravie de pouvoir participer à cette table ronde, même si je suis obligée de le faire à distance, parce que malheureusement, nous sommes en lockdown, comme on dit en bon français, en Autriche. Et donc, je n'ai pas pu venir me joindre à vous, mais en tout cas, je suis ravie de participer à cette table ronde, et puis surtout à cette table ronde qui est plus tech que l'eau. Donc, je suis contente parce que ça nous permet de présenter un peu à tout le monde le travail que nous faisons actuellement à la CNUDC, qui est donc la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. Et on a commencé à travailler depuis 3 ans déjà sur les nouvelles technologies du numérique et leur application au commerce international. Alors, des applications au commerce international, il y en a énormément. Il y en a en matière de transport, il y en a en matière de paiement, il y en a en matière de numérisation et de tokenisation d'actifs, il y en a en matière d'utilisation de la blockchain. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de technologies dont on entend parler et qui impactent de plus en plus la manière dont on fait du commerce. Et c'est vrai que pour nous, il y a eu deux chantiers. Le premier, c'était déjà de comprendre comment toutes ces nouvelles technologies impactent le commerce, la façon dont elles l'impactent de manière disruptive, comme vous disiez très justement, et puis le côté facilitateur de ces données, de ces nouvelles technologies. Et d'autre part, de voir si le cadre juridique existant est un cadre juridique qui s'applique, qui permet aux utilisateurs de ces nouvelles technologies d'avoir un cadre non seulement de facilitation, mais aussi un cadre sûr, c'est-à-dire que leurs transactions, quand elles utilisent la blockchain ou lorsqu'elles font intervenir l'intelligence artificielle ou lorsqu'elles vont mettre des données dans le cloud, le font de manière sûre pour que ces transactions soient certaines, qu'il y ait cette certitude de la transaction, et donc d'identifier s'il y a des endroits dans lesquels il est nécessaire de légiférer, ou il est nécessaire, en tout cas de notre partie à nous, puisque nous on travaille sur l'harmonisation des législations, il est nécessaire d'harmoniser le cadre juridique pour que tout ça puisse fonctionner à travers les frontières. Et surtout, ce qui est intéressant évidemment dans le cadre du numérique, c'est que les frontières telles que nous les connaissons, où on passe
des biens et des services d'un côté à l'autre d'une frontière. En matière de numérique, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est totalement différent. Et donc c'est vrai qu'on a on a commencé à réfléchir à ces nouvelles technologies, mais en essayant de, premièrement, les démystifier, deuxièmement, voir comment elles s'appliquent au droit, et troisièmement, surtout essayer de voir là où il y a des trous, des manques, mais de le faire sans se focaliser sur les technologies à proprement dit, c'est-à-dire en étant technologiquement neutre. Voilà. Super. Vous travaillez notamment, parmi énormément de missions, sur la gestion de l'identité numérique, et une identité numérique qu'on doit pouvoir reconnaître à travers les frontières, c'est-à-dire de niveau global. Vous avez mentionné plusieurs fois la blockchain. Est-ce que la blockchain, alors qu'on pourrait comparer à un registre ouvert au centre du village, sur lequel chacune des utilisatrices, chacun des utilisateurs pourrait consulter en fait un historique des transactions. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Je trouve ça assez fascinant au niveau intellectuel, mais est-ce que c'est facilement déployable à l'échelle globale, alors qu'on sait que seulement un terrien sur deux, par exemple, a accès à Internet aujourd'hui? Oui, alors je suis contente que vous mettiez le doigt sur cette problématique qui est en fait aussi au cœur de ce que nous faisons aux Nations Unies, parce qu'on a évidemment à cœur de faire en sorte que les technologies et le commerce puissent se faire, mais ce commerce, il ne se fait pas uniquement entre les États-Unis et la Chine, ou l'Union européenne et le Canada. Il se fait aussi, et notamment le commerce numérique, et a littéralement explosé dans des régions comme l'Afrique ou l'Amérique latine, et puis l'Asie du Sud-Est, qui est un des endroits où le commerce numérique se fait, y compris pour les toutes petites entreprises. Donc, vous posez la question de l'identité numérique, c'est justement j'allais dire, c'est un peu la base du commerce numérique, parce que vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire, à qui vous vendez, à qui vous achetez, et quelle est la plateforme que vous utilisez. Et on voit qu'il y a différents modèles. Il y a des modèles qui sont très centralisés, où l'identité numérique est conférée ou confiée par un gouvernement. Et puis, vous avez des modèles dans lesquels ce sont les plateformes, comme par exemple eBay ou Amazon ou Alibaba, qui confèrent en fait cette identité numérique. Et ce qui est important, et c'est le travail que nous faisons nous, c'est de faire en sorte que ces différentes façons de conférer cette identité numérique, qui est vraiment essentielle pour toute interaction numérique, que ces différentes façons de faire puissent se parler et se comprendre, et que l'on ne construise pas des silos qui font que, en fait, la manière dont on a conféré l'identité numérique empêche précisément le commerce, ou empêche les technologies d'interagir. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certaines nations, certains États qui s'intéressent énormément à la blockchain. Ça peut être le cas du Salvador, de l'Estonie, à travers des entreprises comme Guardtime. C'est également le cas des grandes entreprises. Vous en avez mentionné deux, eBay, Amazon. Est-ce que gérer, lorsqu'on travaille pour les Nations Unies, l'appétit grandissant de ces big tech, est-ce que c'est facile ? Est-ce que le droit des big tech ne peut pas se superposer, devenir plus puissant que celui des États? Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez de près, ou pour vous c'est une crainte infondée? Alors, je ne sais pas si c'est une crainte infondée. Je pense qu'il y a une réalité, ne serait-ce que comme vous dites, de poids, de puissance. Et puis surtout la réalité de la puissance de la technologie. Or, tout l'objectif de notre travail, et je crois le rôle du droit, et là on en revient vraiment au sujet de notre table ronde, le rôle du droit, c'est justement de se détacher ou de s'affranchir de la technologie, et de ne pas devenir l'otage d'une technologie par rapport à une autre, et de ne pas devenir le vecteur ou le vecteur de plus de puissance de la part d'une certaine technologie par rapport à d'autres. Alors, ça demande bien sûr à beaucoup travailler, beaucoup écouter, beaucoup réfléchir et comprendre, parce que c'est vrai que déjà de dire blockchain, on imagine déjà la technologie qu'il y a derrière.
De même que quand on dit intelligence artificielle, on a tout de suite compris le rôle et l'importance des données pour l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est vrai que ça a une résonance et c'est complètement technologique, mais à la fois c'est aussi complètement juridique. Et le droit, à mon sens, est le meilleur moyen de faire d'abord communiquer entre elles ces différentes technologies, faire communiquer des modèles qui sont assez différents et surtout faire en sorte qu'on ne devienne pas l'otage d'une ou d'une autre technologie. Alors c'est un grand défi, hein. Je ne dis pas qu'on a trouvé la panacée, mais en tout cas on y est très attentif. Très bien, c'est très clair et je voulais juste terminer là-dessus. Et merci encore hein, de parler avec nous depuis l'Autriche, en ce moment en direct, on vous voit super bien, on vous entend très très bien. Vous vous intéressez plus particulièrement au commerce international et on a vu la volonté affichée par Facebook de créer une crypto-monnaie qui ne s'appelle plus Libra, qui s'appelle Diem, et on connaît la puissance de feu de Facebook. Est-ce que ça, ces crypto-monnaies, alors il y a également des projets en Chine de création de crypto-monnaies, vous regardez ça peut-être comme un facilitateur du commerce international, ou là encore, en faisant un peu attention, parce qu'il y a des projets d'État, jusqu'à quel point c'est quelque chose qui peut être concernant pour vous? Alors, la crypto-monnaie en tant que telle, ce n'est pas un sujet sur lequel on va travailler, nous. C'est un sujet qui peut avoir, par exemple, des implications au niveau contractuel. C'est-à-dire que si le paiement est fait avec une crypto-monnaie par rapport à un autre mode de paiement, il faut que dans nos instruments, ce soit prévu. Et pour éviter qu'on se retrouve dans une situation de discrimination, si vous voulez, d'un mode de paiement par rapport à un autre. Donc, on va le regarder, on le regarde, mais on ne le regarde pas en tant que produit, c'est-à-dire qu'on ne va pas produire, nous, un texte de loi sur de lois modèles. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est des lois modèles et des conventions internationales. On ne va pas avoir de convention internationale sur la crypto-monnaie. Par contre, il y a d'autres aspects, notamment, vous l'avez mentionné, le commerce des données. Ça, c'est un sujet sur lequel on va commencer à travailler. On n'y est pas encore, mais ça a été identifié donc, par notre commission. La nécessité d'avoir un cadre juridique facilitateur, mais aussi de sécurité pour le commerce des données. Et quand on parle données, on pense immédiatement aux données personnelles. Et en fait, les données personnelles, c'est une petite partie de ce qui est utilisé, analysé, démultiplié, transformé et valorisé au niveau mondial, et donc et pour ça il n'y a aucun cadre juridique existant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a hâte de commencer à travailler. On a encore un peu d'exploration à faire, mais dès qu'on y sera, on sera très content d'avoir beaucoup de juristes français qui viendront participer pour nous aider à élaborer ce cadre juridique. Merci. Merci beaucoup et vous avez raison. Merci beaucoup Anna Joubin-Brett de dire, vous avez raison, que les données personnelles, c'est une petite partie des données. Thierry Breton, le commissaire européen, a l'habitude de dire que les données industrielles prendront de plus en plus de sens dans le commerce international. On vous remercie encore de vous être jointe à cette table ronde et on espère à bientôt de visu. Lorsque la pandémie, espérons-le, ce sera fait un peu plus discrète. Alors, Ayumi, je me tourne vers vous maintenant. Donc, vous êtes la fondatrice et présidente de l'ONG Women in Tech, donc, qui promeut, entre autres, la place des femmes dans la tech. Vous êtes aussi la fondatrice et dirigeante de Social Brain, une agence créative digitale spécialisée dans les réseaux sociaux, la création de contenu, les sites web et la vidéo. Et lorsqu'on regarde les chiffres, alors ça fait un peu peur. Et puis on a l'impression que ça ne progresse pas beaucoup. Si on regarde les créateurs de start-up en France, seulement 21% des créateurs sont des créatrices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que ça change? On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour ça que les chiffres sont en train de changer énormément, malheureusement. C'est vrai qu'avec le Covid qu'on vient d'avoir, on est retourné 35 années en arrière par rapport aux droits de la femme. 35 années? Oui, ouais. Oui. Donc on a perdu, déjà qu'on avait près de plus de 100 ans pour avoir la parité. Donc là, on a un grand changement à faire. Mais en même temps, je trouve qu'il y a
des occasions telles que le Covid, avec ces grands dilemmes mondiaux, sont aussi une opportunité pour qu'on puisse se saisir pour faire changer les choses. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec Women in Tech, c'est justement d'avoir un peu plus de talent, d'avoir du talent féminin dans la technologie, parce que le talent aujourd'hui, c'est vraiment la ressource la plus nécessaire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avoir que les sociétés en France ou ailleurs puissent grandir et puis être efficaces. On peut créer peut-être des rôles modèles. Je crois que vous aidez au quotidien des deep tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les deep tech sont importantes aujourd'hui? Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger, c'est une entreprise, c'est une start-up comme une autre, sur laquelle va s'appuyer sur des sciences dites dures, des sciences fondamentales, la biologie, les mathématiques, la physique par exemple, avec une des missions, c'est de changer le quotidien de plusieurs centaines de milliers de personnes. Comment on peut créer encore plus de rôles modèles dans le monde des deep tech, Ayumi? Alors déjà, il faut avoir plus de femmes. C'est une histoire de pipeline, d'accord. Donc si on a plus de femmes déjà dès le début dans l'éducation, qui ensuite vont pouvoir continuer leurs études et puis rester dans la technologie, ça c'est un grand moyen. Alors la deep tech, par exemple, moi je suis membre du supervisory board d'une deep tech qui s'appelle Autofill, qui est basée à Amsterdam. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à recruter des femmes parce que les talents qualifiés, ça se trouve, c'est très rare aujourd'hui. Et donc, on essaye de faire venir un peu de partout. Donc, non simplement, il faut qu'on puisse embaucher des gens qui sont à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de talents, que ce soit en France ou en Europe. En fait, en général, on n'a pas beaucoup. Dans les pays de Golfe, en fait, étonnamment, et puis même en Afrique du Nord, on a beaucoup de talents féminins qui est qualifié, qui sortent des études avec cette qualification-là. Mais par contre, elles ne vont pas dans le milieu de la technologie. Elles restent, il y a des contraintes ensuite qu'elles ne vont pas dans le monde du travail. Donc aussi, avec ce qui se passe avec ce télétravail, et qui est une chance quelque part avec Women in Tech. Ouais, vous expliquez justement que le télétravail, c'est une chance pour les femmes. Oui. Ah oui, ça peut être une chance. Pourquoi alors? Oui, je pense que c'est une chance. Par exemple, moi, j'ai 4 enfants. Donc déjà, de pouvoir travailler d'où je veux, parce que je voyage beaucoup aussi, et de pouvoir être flexible dans mon temps, je trouve que ça, c'est un atout extraordinaire. Du moment que, bien sûr, votre compagnon puisse vous aider et que vous n'ayez pas à faire non simplement votre travail, s'occuper des enfants et en plus tout le travail à la maison. Si c'est quelque chose qui est bien équilibré à la maison, je trouve que ça marche très bien. Et ça peut être effectivement un atout, parce que ça permet de pouvoir être flexible et d'arranger votre temps comme vous voulez et de travailler de partout. D'accord, à condition justement que votre compagnon... Ah oui, il vaut mieux. Voilà. Bon, ça, il faut bien choisir au départ. Ils ne se mettent pas en télétravail pour les tâches ménagères. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce que j'adore dans votre parcours, c'est que, sans trahir de secret, donc vous avez grandi au Brésil, vous avez énormément voyagé, vous êtes revenu en France, vous continuez à voyager, vous venez de le dire. Comment situe la France dans la place des femmes dans la technologie et dans la legal tech? Et est-ce qu'on pourrait, en France, s'inspirer d'autres pays, d'autres pratiques à l'étranger? Alors, la France, on a un problème en France, c'est dès l'éducation. En fait, on n'a pas assez on a des filles qui, jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, elles sont très intéressées dans tout ce qui est métier technologique au STEM, donc sciences, mathématiques et technologie. Mais après, elles passent pas aux études supérieures. Donc peut-être qu'il y a 75% des filles qui sont intéressées jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans. Donc c'est vraiment là. Et puis il y a peut-être 21% ou 20% qui ont des études. Donc il y a une énorme drop-out dans cet âge-là pour plusieurs raisons. Si c'était un facteur, ça aurait été trop simple de pouvoir le résoudre. Ça vient des idées biaisées qu'on a, ça vient des normes culturelles, ça vient de la façon dont la technologie est en train d'avancer super vite et qu'à l'école, ça n'avance pas aussi vite. Je vous donne un exemple. Donc j'ai 4 enfants. Donc le plus âgé, il est maintenant en train de devenir ingénieur et pendant toute sa scolarité, il a fait maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et ma fille, qui est un peu plus jeune que lui, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire à 14 ans. Elle était aussi très brillante à l'école. Et je disais, Tamaï, fais des études dans les STEM, dans les sciences, comme ça, tu peux tout faire. Et en fait, elle m'a dit, non, maman, en fait, je pense que je vais faire le droit. Bon, c'est pas bien, elle n'a pas fait le droit. C'est pas nul non plus. C'est pas bien non plus. Mais je dis, mais pourquoi? Je dis, parce que
à l'école, ma professeure m'a dit, comme vous êtes brillante, vous devez faire le droit. Donc en fait, il y a un cheminement que les filles, il faut qu'elles fassent du droit si elles sont fortes, et puis les garçons vont faire autre chose. Et puis je dis, mais à ce moment-là, je viens parler à votre classe, je vais vous expliquer ce que c'est la technologie et tout ça. Je dis, oui, super. Et donc 2 jours après, elle revient me voir, elle dit, maman, tu n'as plus besoin de venir. Je dis, pourquoi? Je dis, parce qu'il n'y avait personne qui était intéressé dans tout ce qui est marketing digital et dans tout ce qui est nouvelle technologie. Ah merde. Et au lieu d'aller le raconter, en fait, non, je ne suis pas allée. Mais je m'en mords les doigts, hein, j'aurais dû faire le forcing et y aller quand même. Peut-être pour l'année prochaine. L'année prochaine. Et c'est d'autant plus injuste que Ada Lovelace, pour ne citer qu'elle, il y en a plein, la fille de Lord Byron, est considérée comme la première programmeuse, le premier programmeur dans l'histoire. C'est quoi les autres femmes de la tech à suivre en 2022? Ah ben, il y en a plein, il y en a plein. Et juste pour une petite histoire, donc en fait, il y avait plus de femmes dans la technologie, les pourcentages juste après la guerre, par exemple, dans les années 50, 60, et même 70, qu'aujourd'hui, proportionnellement. Ça veut dire qu'en fait, le gender gap est en train de grandir depuis 40 ans et pas réduire. Et c'est ça qui est fou. Donc aujourd'hui, on a en France, par exemple, Agnès Bozin, qui est Chief Developer Officer de Doctolib, qui est en train de grandir aussi à l'étranger. Et puis après, je pense à une copine, Sophie Smith, qui est une femme incroyable. Elle a aussi 3 enfants. Elle est anglaise, britannique. Maintenant, elle est basée à Dubaï. Et elle vient de lancer sa 5e start-up. Et sa 5e start-up, maintenant, c'est vraiment de la femtech, où elle aide les femmes, surtout dans ces pays du Moyen-Orient, comment prendre soin de leur santé, comment écouter leur corps, comment faire en sorte qu'elles puissent avoir une bonne santé, ici aussi pour les filles. Je crois qu'Ayumi, vous aussi, vous passez pas mal de temps encore à Dubaï, Oui. dans l'éducation notamment. Oui, donc on a lancé une école. Bon, c'est juste le siège qui est à Dubaï, mais c'est vrai que nous, Women in Tech aujourd'hui, nous avons 100 000 membres partout dans le monde, dans les 6 continents, 30 chapitres. Et dans chaque chapitre, on a aussi des programmes. Et d'ailleurs, juste à parenté, Women in Tech, donc j'ai lancé il y a 3 ans et demi, c'est grâce à Legal Start. Ah. En fait, je ne savais pas par où commencer. J'avais déjà une société avant que j'avais dépensé énormément d'argent dans des frais d'avocat. C'était horrible. Et ça veut durer 1 semaine, en fait, ma association. Donc, j'ai mis tout cet argent pour rien. Je dis, je ne veux pas refaire la même chose pour Women in Tech. Comment je vais faire? Et donc, j'ai juste googlisé, je suis tombée sur Legal Start. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas faire de la pub parce qu'ils ne me payent pas pour l'instant. mais j'ai créé cette association très rapidement et c'est super parce qu'en fait, des gens comme les commandes mortelles où on ne connaît rien au droit, en fait, on veut juste quelque chose qui soit simple, efficace, qu'on puisse comprendre et que ça ne prenne pas beaucoup d'argent ni beaucoup de temps. Et en 3 clics, effectivement, j'ai créé l'association. Aujourd'hui, nous sommes 100 000 dans le monde. Donc, merci. Top. Bien joué, Pierre. C'était pas répété du tout. Hein. Alors, je me tourne maintenant, merci beaucoup, vers vous, Gaëlle. Donc, vous êtes directrice commerciale et marketing de Sistron. Donc, vous avez un parcours professionnel qui couvre toutes les facettes du marketing. Vous avez notamment accompagné le développement de nombreux éditeurs de logiciels français. Sistron, c'est un éditeur de solutions de traduction automatique. On voit à quel point c'est clé en ce moment. Ça s'appelle la TAO, je crois, la traduction assistée par ordinateur, entre autres. Et ce que je trouve très intéressant, c'est le niveau de garantie que vous promettez à vos clients. Comment est-ce que vous y prenez très concrètement ? Merci. Ouais, donc moi je suis dans la tech, vous voyez, mais côté business. Comme quoi on peut être aussi dans la tech, les femmes, je pense qu'il faut qu'elles aient ça en tête, pas seulement sur des fonctions ingénieurs, mais aussi sur des fonctions business. Et moi je m'éclate depuis, ça fait 20 ans que je suis dans la tech. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Et c'est super, il y a vraiment la place pour nous. Donc oui, nous on fait des solutions de traduction automatique à base d'IA. Hein, donc maintenant c'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'être très souple dans les modèles qu'on propose. On a notamment développé des modèles très spécialisés. Donc pour le légal par exemple, pour les termes juridique, on a développé un modèle dédié pour que ce soit très précis. Et concernant la sécurité, c'est vrai que pour nous c'est très important. On s'est lancé sur le cloud il n'y a pas très longtemps, mais avec vraiment une éthique très très importante, c'est qu'on ne souhaite absolument pas exploiter les données de nos clients. C'est-à-dire que si vous venez sur la plateforme et vous traduisez des documents confidentiels, vos données ne seront absolument pas exploitées. Même pas pour améliorer, ce qu'on vous dit souvent, améliorer la qualité du service, etc. Non, nous on ne stocke pas vos données. Vous savez que l'IA, on en a parlé tout à l'heure, c'était très intéressant ce qu'a dit Anna sur les données. D'ailleurs, je suis ravie qu'elle nous dise que bientôt ce sera légiféré. J'en suis ravie parce que nous aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment effectivement un vide complet sur l'utilisation des données en ligne.
Donc vous savez que tous ces sites de traduction automatique, comment ils font pour avoir de la data? Ils crawlent le web et voilà. Et cette data, elle appartient à des gens à la base, mais on s'en fout. Et nous, c'est vrai qu'on a cette volonté, cette éthique de dire les corpus, soit on les achète. Corpus, c'est les données, voilà, les corpus de données. On les achète, soit effectivement on les crée, mais on n'exploite absolument pas les données de nos clients. Et donc, à tel point qu'on va mettre dans leurs mains même cette technologie d'entraînement pour qu'eux-mêmes puissent se créer leur propre modèle, et ça leur appartient et ça ne nous appartient pas. Donc la propriété intellectuelle de ces modèles de traduction, pour nous, c'est fondamental. Et voilà, donc je suis ravie parce que je pense qu'il y a effectivement un vide là-dessus, et en tout cas nous, en tant qu'entreprise, on s'est senti... alors bien sûr, le GDPR, vous en avez parlé tout à l'heure, le RGPD, pardon, en français, c'est important et ça cadre énormément, et voilà, mais c'est pas suffisant, parce que ça, c'est sur les données personnelles, et j'ai adoré quand on a dit tout à l'heure qu'effectivement, il n'y avait pas que les données personnelles. Il y a les données industrielles, ouais. Donc, vous ne stockez aucune donnée... les données traduites, elles ne sont pas sur vos serveurs. Alors, absolument. Alors là, c'est aux fans de l'intelligence artificielle que vous parlez. Ça me passionne parce que je sais que FAIR, vous savez, c'est une des branches de recherche de Facebook. Ils viennent d'annoncer un programme où... en fait, les machines, et notamment les réseaux adversariaux génératifs, sont des réseaux neuronaux en fait, qui vont se battre les uns contre les autres pour arriver à une solution la plus naturelle possible. Ouais. Ils vont permettre à des machines d'apprendre entre elles, et c'est assez fabuleux. C'est comme Facebook, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, mais effectivement, ils vont scroller, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les données partout où ils peuvent avoir. Comment vous, en ne stockant aucune donnée, vous arrivez à faire des progrès avec votre IA? En fait, parce que les données qui servent à l'entraînement sont soit des données libres de droit, soit des données qu'on achète. Donc, c'est des corpus qui se vendent. Donc là, vous acquérez la propriété intellectuelle, ou alors elles sont libres. Voilà. Et quand ce sont pour nos clients, et c'est des données à eux, qu'on utilise pour faire les modèles, mais qui ensuite reviennent chez eux et qu'on exploite pour absolument rien d'autre. C'est-à-dire un client qui va faire des modèles spécialisés, ça sera pour son usage, pas pour l'usage du voisin. Vous voyez, c'est ça la différence. Après, c'est dans l'exploitation. Et quand vous mettez une traduction en ligne, donc un contrat, un document confidentiel, ce document ne sera absolument pas réutilisé pour quoi que ce soit derrière. D'accord. Donc vous misez sur le long terme avec cette éthique notamment. Oui, absolument. Pierre, je voudrais revenir vers vous. On voit bien à travers toutes les discussions qu'il y a un besoin de légiférer à travers l'utilisation croissante des données. Et les données, ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est vraiment le pétrole de l'économie de demain, etc. On voit à quel point elles sont clés. Comment on pourrait construire ce droit du futur? Quels sont vos avis à vous, Pierre? En amont de cette interrogation sur comment on peut construire le droit du futur, je pense que c'est important, au-delà du cadre réglementaire, de comprendre l'évolution des usages. Aujourd'hui, le besoin de droit chez les particuliers, chez les entrepreneurs, il s'exprime à travers un moteur de recherche principalement. Et on a vu avec la crise sanitaire qu'il y avait un changement d'usage vraiment très important. Ça a accéléré en fait cette transition vers le recours à un outil digital pour faire des choses. C'est ce qu'a dit Ayumi tout à l'heure, elle vous a trouvé grâce à Google. Ouais. Et on voit que c'est un enjeu en fait, que pendant les premiers confinements, on a continué à avoir de l'activité des créations de boîtes, et ça n'a été possible parce qu'il y avait des solutions digitales comme la nôtre, ou côté aussi pouvoir public, la digitalisation du traitement des formalités auprès des greffes de tribunaux de commerce, ce genre de choses. Donc ça permet pour rebondir sur le thème de cette table ronde, de mettre en perspective les enjeux de souveraineté et l'importance d'avoir des acteurs français, européens qui se développent pour avoir un degré de dépendance moindre à des acteurs américains ou autres. Donc le droit de demain, il va se construire avec des acteurs du digital et avec les acteurs plus traditionnels qui vont travailler ensemble. Si la demande de droit s'exprime sur Internet ou sur les réseaux, si elle est ensuite canalisée par des plateformes ou des opérateurs, ensuite derrière il y a des gens qui travaillent, il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des experts comptables qui vont continuer à faire leur travail de manière classique. Mais donc le droit de demain, il va se construire ensemble. C'est un appel au rassemblement, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'aller spontanément vers des solutions parfois plus faciles, parce que souvent elles sont très faciles d'utilisation, vous appelez les acteurs français et européens à se regrouper, c'est ça? Oui, mais c'est ce qui se passe.
Encore une fois, si on est dans un forum, une conférence organisée par le barreau de Paris, les avocats, ils n'ont pas attendu les Legastart pour se poser des questions sur le numérique. Il y a des très grands cabinets qui travaillent sur une transition digitale depuis longtemps. Et nous, on a noué des partenariats avec les avocats depuis très longtemps pour pouvoir justement faciliter la vie de notre cible. Donc merci à Yumi pour l'hommage. Mais c'est vrai que vous êtes passé par nous pour une association. Demain, vous allez avoir besoin d'être bien en relation pour des problématiques différentes, juridiques, fiscales, autres. Et nous, on a aussi cette vocation de proposer des expériences totalement numérisées ou pas. Donc avec tout type d'acteurs. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Anna Joubin-Brett sur la blockchain, ce fameux Web3 qui est de plus en plus à la mode. Rien que ce week-end, il y a eu un débat entre Elon Musk, qu'on ne présente plus, et Sam Altman de Y Combinator ou de OpenAI. L'un ne croit pas au Web3, donc ce fameux web décentralisé qui permettra peut-être, en partageant en partie la propriété des biens numériques, on est dans l'abstraction, on le voit avec les NFT, on le voit à travers des biens qu'on peut acquérir sur des métavers. Alors, ce n'est pas uniquement abstrait. La semaine dernière, une personne a dépensé pas moins de 450 000 $ pour acheter une résidence virtuelle qui va être voisine de la résidence virtuelle de Snoop Dogg. Mais bon, les 450 000 $, ils ont bien été dépensés. Il y a un monde parallèle qui s'invente en partie sur la blockchain. Est-ce que, Pierre, c'est quelque chose que vous regardez très sérieusement ou vous pensez que c'est une hype comme une autre ? Nous, c'est intéressant la blockchain, elle est intéressante dans l'exécution du rapport de droit. Il y a plein de configurations où on peut prévoir pas mal de choses. Et on peut blockchainiser l'exécution de contrats, par exemple. La réalité aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est dans l'amélioration d'une expérience ultra simple. Et c'est déjà un enjeu très ambitieux, en fait, que de vulgariser, le rapport à des matières qui sont complexes et de proposer des expériences ultra simples qui sont à la fois accessibles et qui protègent, en fait, qui permettent à un utilisateur profane de comprendre les enjeux, de se prémunir des risques, le tout avec une expérience, encore une fois, ultra rapide, ultra simple. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, à partir de données qui nous permettent de comprendre qui on a en face de nous et de proposer des expériences customisées. Parce qu'on est capable de reconnaître à qui on a affaire et de proposer un parcours totalement adapté aux besoins. Mais c'est vrai, pour répondre plus directement à votre question, on se projette déjà vers autre chose. Et c'est vrai que la possibilité, encore une fois, d'exécuter dans le temps, au-delà de la démarche dont vous venez de manière un petit peu transactionnelle par rapport à un besoin spécifique qu'on est capable d'adresser, d'être capable de se projeter, d'accompagner dans le temps. Alors dans cette perspective, les outils de blockchain sont intéressants. Merci beaucoup. Alors je reviens à l'intitulé de notre table ronde, le droit nouvelle licorne, point d'interrogation. Tout à l'heure, je rencontrais le créateur d'Anaplan, donc, qui est un Français qui est installé à San Francisco, qui a un nouveau projet et en fait qui investit dans beaucoup de startups françaises via The Refiners. Donc c'est un accélérateur qui est basé à San Francisco mais avec des bureaux à Paris. Il disait, moi il y a encore 5 ans, je disais qu'aucune boîte française allait cartonner. Il voit la multiplication du nombre de licornes. Vous en êtes une en puissance. En tout cas, ça va bientôt être le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer la création de champions français, Pierre ? Alors, je pense déjà que les choses ont pas mal changé et que nous, on a eu la chance d'être accompagnés assez rapidement dès 2019, dans le cadre d'une levée venture, par un gros fonds de l'écosystème français auquel je rends hommage, Isaïe Grosse, qui nous ont fait confiance très vite. Aujourd'hui, on a bouclé un premier LBO cet été, donc avec une trajectoire qui est un petit peu atypique. Vous nous raconter, ouais. C'est-à-dire que il y a à juste titre beaucoup de lumière sur des levées de fonds très importantes dans un schéma un peu de tech grosse où on va avoir des acteurs qui ont besoin de lever beaucoup d'argent pour développer une techno ou prendre un marché très rapidement. C'est un modèle qui est parfois indispensable. Nous, on a eu la chance de pouvoir faire différemment. On a eu un modèle d'entreprise qui allie une très forte croissance et la rentabilité tout de suite. Et donc, la possibilité de se développer de cette manière-là nous a ouvert les portes d'un financement un petit peu alternatif qui nous permet notamment de mettre de notre destin, de garder le contrôle de la majorité de notre capital et donc de
continuer à notre développement de manière indépendante. De rester entre les mains des créateurs. Exactement. Ouais. Gaël, juste sur Sistran, donc Sistran a des investisseurs sud-coréens, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste une entreprise majoritairement française Oui, qui doit, on l'a dit tout à l'heure, combattre avec certaines velléités des géants de la tech. On a parlé de Facebook, mais Google avec le Pixel, le dernier Pixel. Vous prenez une photo offline, il va vous traduire. C'est assez dingue. Apple, de plus en plus. Comment vous pouvez toujours avoir une longueur d'avance, en tout cas combattre ces géants qui ont une trésorerie quasi illimitée? On n'est pas sur le même objectif déjà. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de servir les entreprises. Donc avant tout, c'est d'offrir des solutions. Nous, on est un pure player dans notre domaine. Donc c'est offrir la traduction la plus précise possible, la plus pro possible aux entreprises. Voilà, c'est notre métier, on fait que ça. On se concentre là-dessus et là-dessus, on est persuadé d'être les meilleurs parce qu'on offre cette sécurité, ce sur-mesure. En fait, nous, on offre de la traduction sur mesure quand eux, c'est plus de la traduction à façon et puis c'est pas leur focus. Enfin, je veux dire, leur métier, il est hyper large. Quand nous, au contraire, on veut être des spécialistes, quoi. D'accord, et vous misez sur l'éthique également? Ah oui, absolument, sur l'éthique, sur la relation client, sur le sur-mesure, voilà, on est vraiment, on est des artisans hein, quelque part dans notre métier, mais on le fait bien. Petite question, parce que c'est des Européens aussi. Comment vous regardez les Allemands de DeepL? Je les regarde bien, je les regarde tous les jours. Non, c'est intéressant parce que dans le monde des avocats, justement, ils sont assez présents, et donc on est là aussi pour montrer qu'il y a une solution française qui en plus offre un modèle de traduction légale, donc qui est quand même intéressante pour les juristes. Non, on les regarde. Eux, ils se sont lancés que sur le cloud et très vite. Hein. C'était l'ancien Lingui, je ne sais pas si vous l'utilisiez sûrement. Et donc là aussi, il y a un historique d'avoir utilisé des données pour faire des très beaux moteurs hein, qui marchent très bien. Par contre, voilà, on est dans quelque chose qui n'est pas personnalisé. C'est de la traduction générique. On est sur une offre qui est cloud pure. Voilà, donc nous on a d'autres atouts qui sont la spécialisation et la sécurité. Je pense que c'est important dans le monde pro, encore une fois. En tout cas, Legal Start et Sistran, deux belles boîtes françaises, on vous suivra de près. Je crois que Anna Joubimbré, qui est toujours en Autriche, qui nous suit, voudrait intervenir sur la blockchain. Oui, je suis toujours en Autriche, je confirme, je n'ai pas encore bougé. Vous n'êtes pas dans un métavers. Non, exactement. Non, je voudrais bien, ça m'arrangerait beaucoup. Non, je voulais simplement dire que, en fait, on assiste déjà beaucoup à cette dématérialisation des actifs dans le commerce de tous les jours et puis dans les cadres juridiques aussi spécialisés, par exemple, que l'insolvabilité. Nous, on a donc à la CNUTSI, on travaille depuis de nombreuses années sur l'insolvabilité. On s'aperçoit qu'en fait, il y a de plus en plus maintenant d'actifs numériques dans les entreprises et que la problématique de la saisie et de l'utilisation et puis de l'identification de ces actifs numériques, elle est vraiment très, très importante. Donc, aussi bien en insolvabilité qu'en matière de sûreté, vous avez beaucoup de toutes petites entreprises qui n'ont évidemment pas de moyens d'utiliser, d'avoir recours aux hypothèques. Qui vont utiliser des actifs numériques qui vont leur permettre d'obtenir des prêts ou de garantir des prêts. Donc, je pense que c'est important de voir que ce n'est pas uniquement dans le domaine du futur, mais que c'est déjà là et qu'il y a déjà des réponses de droit qui existent, mais qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus flexible et réactif pour pouvoir répondre à tous les défis que ça pose. Alors, il y a aussi un point que j'aurais bien aimé faire et qui me paraît intéressant aussi dans le cadre de cette discussion et de ce droit nouvelle licorne et des entreprises françaises. Je crois qu'il y a un élément qui va aussi se numériser, enfin une activité juridique qui va se numériser très très vite, c'est celle du règlement des différends. Et notamment, on voit fleurir en Asie des plateformes de médiation, des plateformes d'arbitrage. Et c'est vrai que j'aimerais savoir un peu, parce que là, c'était plutôt une question de ma part, est-ce qu'il y a des réponses françaises aujourd'hui déjà dans ce domaine, ou est-ce que c'est quelque chose où on va être à la traîne des anglo-saxons et des asiatiques? Merci. Merci beaucoup, Anna. Vous pensez des plateformes de médiation, hein, c'est ça, hein?
qui Des existent en Asie. plateformes de médiation, des plateformes d'arbitrage. D'accord. C'est-à-dire que tout va se faire en fait sur des plateformes sans avoir plus de... on ne sera plus dans une salle d'audience, en gros. Et on sera tous en ligne. Tous en ligne. Pierre, vous voulez peut-être... c'est quelque chose que vous regardez, ça? Pas trop, nous. Non. C'est pas notre cœur de cible. On est déjà pas mal occupé à se préoccuper de l'expérience de nos entrepreneurs français. Mais je crois qu'il y a eu des projets qui sont lancés en France. Je ne connais pas bien leur succès. Il y a un projet qui a vocation à simplifier la médiation et la résolution de litiges des particuliers, qui a déjà un historique assez important, et d'autres plateformes d'arbitrage en ligne qui s'étaient développées en France. Je ne connais pas trop où ils en sont actuellement. D'accord, merci beaucoup. Anna, vous avez peut-être d'autres retours d'expérience. Tout à l'heure, on a parlé de la blockchain, mais avec l'observation mondiale que vous permet votre fonction, est-ce qu'il y a des systèmes juridiques qui pourraient inspirer les entrepreneurs français à avoir un succès mondial et à devenir des licornes? Oui, alors il y a effectivement des juridictions, comme on les appelle, où le côté numérique est vraiment fortement encouragé. Je pense à des endroits qui sont pas très comparables à la France parce que tout petit, notamment Singapour. Singapour mise tout en ce moment sur le numérique et la transformation de toute son économie en fait en une économie numérique. Mais vous le disiez aussi, il y a d'autres pays en Europe qui le font. Et puis bien sûr, c'est vrai que c'est c'est là-dessus que la Chine se positionne aussi très fortement. Donc c'est vrai que c'est important d'être à la fois vigilant sur ce qui se passe et puis quand on a la chance d'avoir des créneaux, des niches comme celles qu'ont les collègues sur cette table ronde, de vraiment les exploiter à fond parce que ça durera ce que ça durera, parce qu'on va vite, très très vite, parce que je crois que ça aussi c'est le point commun de toutes ces technologies, c'est que tout ça va à toute vitesse et donc se positionner sur un créneau, être très réactif et puis ensuite très rapidement se dire peut-être que demain je n'y serai plus ou peut-être que demain il faudra que je sois sur autre chose. Merci Anna. Alors le Singapour qui est très active également dans le quantique. J'avais une dernière question pour vous trois. Est-ce que le fait d'avoir un droit européen encore plus marqué, une Europe plus intégrée au niveau juridique, ça pourrait aider les entrepreneurs? Ayumi? Moi, je pense que oui, mais je pense qu'il faudrait aller même au-delà de l'Europe. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème de droit actuel, il correspond au pré-Covid. Et tellement de choses ont changé depuis dans ces derniers 2 ans, 18 mois, notamment tout ce qui est lié à l'acquisition du talent, au droit du travail. On parlait avec Pierre tout à l'heure, on a besoin de talent par exemple ici en France, même pour sa start-up. Et si on trouve le talent qui peut être au Nigeria, qui peut être au Japon ou aux États-Unis, comment on fait pour le contractualiser, pour pérenniser cette relation contractuelle et fidéliser ça sans devoir passer par un freelance ou ça ou ça ou ça. On ne peut pas juste faire un contrat de travail parce qu'il peut être travail 100% remote. Et aujourd'hui, il y a un vide juridique là-dessus qu'on n'arrive pas. Et c'est vrai que juridiquement, c'est tellement long, ce que je comprends aussi les raisons, mais pour faire passer une loi ou changer les lois, il faut que ça prend à peu près 2 ans et la technologie, elle est déjà dépassée en 2 ans. Donc je pense, en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose, il faut me le dire, parce que je ne connais pas, mais je ressens beaucoup de cette frustration-là du côté des femmes et aussi surtout des entreprises qui viennent vers nous pour chercher du talent et qui, quand ils le trouvent, c'est compliqué de les embaucher. D'accord, une chasse au talent qui pourrait être accélérée. Pierre? C'est vrai que c'est peut-être plus délicat de faire émerger des leaders capables de rivaliser avec des acteurs américains ou chinois à l'échelle de chaque pays de l'Union européenne. En termes de marché, bien sûr. Alors que les usages sont les mêmes, enfin les besoins sont les mêmes en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais le déploiement de ce genre de projet pan-européen sur des sujets juridiques comme le nôtre n'est pas simple, parce qu'il faut adapter en fait à chaque contexte local le projet, trouver l'équipe qui fonctionne.
Donc ça nous met effectivement dans une situation un petit peu défavorable par rapport à des géants américains ou chinois qui déploient Day One leur projet à l'échelle d'un marché qui est 10 fois plus gros que le nôtre. C'est peut-être plus difficile effectivement de scaler alors que ça prend plus de temps, ouais, c'est ça. À l'heure du télétravail et des visioconférences, on a l'impression qu'une partie des frontières s'efface. Gaël, Sistran pourrait profiter d'un cadre juridique renforcé au niveau européen. Je ne sais pas, nous on est présent aussi aux États-Unis, hein. On a une filiale aussi aux États-Unis, en Asie, donc on est un petit peu partout. Donc pour le marché européen, oui, bien sûr, hein, mais on est partout, quoi. Maintenant, on croit beaucoup nous quand même à l'écosystème. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que en Europe, par exemple, on s'appuie vraiment sur des acteurs européens. Par exemple, l'hébergeur avec qui on travaille beaucoup, c'est OVH. Hein, c'est un acteur important en France et en Europe. Et on cherche comme ça, voilà, à monter des écosystèmes européens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes usages et qui sont encadrés effectivement avec les mêmes réglementations. Et c'est vrai que c'est un choix de se dire, ok, on est spécialiste dans un domaine et on va chercher les meilleurs dans les autres domaines. Et on est fort comme ça ensemble. Plutôt que d'être un mastodonte qui fait tout, quoi. Ouais, une belle histoire que celle d'OVH qui est née à Roubaix et qui a absolument pas mal de filiales de plus en plus dans le monde entier. Je crois qu'une annonce sera faite chez Euclidia, qui est un autre groupement d'opérateurs européens, d'ailleurs pas uniquement français, du cloud demain, un groupement qui est alternatif à celui de Gaia X. Anna Joubin-Bray, je voulais vous remercier, Gaël Bou également. Ayumi et Pierre Haïdan pour cette table ronde qui donne envie d'entreprendre et merci parce que c'était très concret et on vous suivra et j'espère qu'on aura encore plus la patate la prochaine fois, des licornes devant nous et on vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous.